et j'ai 8 romans à vous présenter. Et à côté de ça, j'en ai acheté que 2 ce mois-ci, donc je suis contente, j'ai réussi à bien faire diminuer ma palle. Elle est maintenant, en tout cas début avril, elle était à 91. Je vais commencer tout de suite par le premier roman que j'ai lu. Il s'agit du tome 5 de la saga Son espionne royale de Rhys Bowen. Là, c'est un double tome paru chez France Loisirs. Et dans ce tome-là, on va se retrouver à Nice. Donc Georgie va aller à Nice et elle est mandatée par la reine pour retrouver un objet qui aurait été volé chez elle. À côté de ça, bien sûr, il va y avoir d'autres rebondissements. Il va y avoir un cadavre retrouvé et Georgie va enquêter. Je trouve que cette saga, elle devient de mieux en mieux au fur et à mesure des tomes. Dans celui-là, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que la meilleure amie de Georgie, Belinda, n'est quasiment pas là dans tout le tome. Et vous savez que c'est un personnage que je n'aime pas du tout. Mais par contre, on voit quand même pas mal sa mère, la mère de Georgie, donc qui n'est pas non plus le personnage le plus sympathique du monde, mais qui est quand même un personnage intéressant. Elles ont une dynamique mère-fille qui n'est pas du tout la dynamique qu'on attend dans une relation maternelle et filiale, mais qui change, et donc j'ai quand même beaucoup aimé. En plus, ça se passe à Nice, ville où j'ai vécu très très longtemps et où je considère que je suis, moi je me considère comme niçoise, donc ça m'a fait hyper plaisir d'avoir des références à des endroits emblématiques que je connais très bien, et en même temps d'avoir cette image du Nice des années 30 que je ne connais pas du tout. Je sais qu'à l'époque, par exemple, il y avait un casino sur la Jetée, donc sur la mer, près de la promenade des Anglais, chose que je n'ai pas connue évidemment, mais j'arrive à me l'imaginer et je trouvais ça super chouette. L'enquête, encore une fois, c'est rien d'extraordinaire. Le cadavre arrive très très tard, je pense bien après les 50% du roman. Mais je trouve que voilà, on passe un bon moment avec ce personnage de Georgie, elle est super attachante, il y a de l'humour, il y a le côté british qu'on aime, et c'est une bonne saga. Je suis assez contente d'avoir continué, parce que clairement les 2 premiers tomes ne m'avaient pas super convaincue, mais maintenant c'est une saga que j'ai envie de picorer et de lire de temps en temps. Le second livre que j'ai lu en faisant 3/4 audio, je pense, et 1/4 lecture papier, c'est La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley, donc un de ces romans qui ne fait pas partie de la saga des 7 sœurs. Et ce roman-là, il est un peu à part dans sa bibliographie, puisqu'on n'est pas du tout sur des histoires de double temporalité. Je crois que c'est même un des rares romans qu'elle a écrit où il n'y a pas de double temporalité. Et on n'est pas du tout sur une histoire de... Enfin, il y a des secrets de famille, mais disons qu'on n'est pas dans sa dynamique habituelle. C'est pas du tout basé autour d'une histoire d'amour, autour de vieux secrets, même si le titre laisse penser le contraire. Et j'ai vraiment énormément aimé, parce que justement, c'est pour moi, dans ce côté un peu roman à suspense, roman d'espionnage, qu'elle est la meilleure. Clairement, j'aurais beaucoup aimé qu'elle écrive plus de romans comme ça, plutôt que les autres romans avec des héroïnes cruches, naïves, et des histoires d'amour hyper niaises, parce que là, j'ai trouvé qu'elle savait m'accrocher, qu'elle savait m'intéresser à son histoire, et que c'était vachement mieux que les autres romans qu'elle a écrits. Donc dans ce roman-là, on est dans les années 90, et on va suivre une jeune journaliste, Johanna Aslam, qui est envoyée couvrir les obsèques d'un acteur célèbre, et lors de cet enterrement, elle va rencontrer une vieille dame qui a l'air d'avoir pas mal de secrets, qui s'apprête à lui révéler ces secrets-là, mais malheureusement, elle va décéder rapidement après. Et Johanna va vouloir mettre la main sur cet énorme mystère qui semble bouleverser jusque dans les plus hautes sphères, où on essaie de tout faire pour qu'elle ne découvre rien et pour qu'elle ne dévoile rien. Et petit à petit, on va se rendre compte que c'est un secret qui implique la royauté, donc la monarchie britannique, et que les services secrets seront prêts à tout pour couvrir la monarchie. Donc c'est un roman avec beaucoup de suspense, on découvre plein de choses petit à petit, ça prend son temps, c'est un gros pavé, mais c'est haletant, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Johanna, j'ai beaucoup aimé la plupart des personnages dans l'ensemble. C'était vraiment vraiment bien. Je trouvais que voilà, même s'il y avait des secrets de famille, même s'il y avait des histoires d'amour un peu interdites, c'était pas du tout comme dans ces autres romans. Il y avait ce petit côté thriller en plus qui donne clairement une plus-value
à son histoire. Le seul gros défaut pour moi, alors deux gros défauts, on va dire, un peu d'invraisemblance et un côté peut-être exagérément heureux vers la fin. Je pense qu'elle aurait pu faire un peu moins rocambolesque. Et la deuxième chose, et là on revient sur les critiques que je lui fais en général, je trouve que ces histoires d'amour sont toujours hyper niaises. Et là encore, c'est le cas. On va avoir deux histoires d'amour différentes qui m'ont fait lever les yeux au ciel parce qu'elles étaient catastrophiques dans leur description. On a d'abord un premier couple où au bout de 2-3 jours, évidemment le mec est fou amoureux, évidemment c'est un homme à femme, mais elle est différente des autres femmes. Il l'appelle ma chérie non-stop, il est fou d'elle, il fait des plans sur la comète alors qu'ils se connaissent à peine. Et donc ça m'a un peu saoulée parce que j'ai trouvé que c'était vraiment pas nécessaire. Et à côté de ça, on a une deuxième histoire d'amour où le personnage est red dingue de quelqu'un pendant tout le roman, pendant peut-être 80% du roman. Mais comme l'autrice veut la faire finir avec quelqu'un d'autre, elle va brusquement complètement bouleverser la dynamique amoureuse de ce couple, donner plein de défauts qui apparaissent subitement à cet homme pour que le personnage se retourne vers un autre personnage. Je ne sais pas si ce que je raconte est très très clair, mais en gros elle va essayer de tout faire pour que le couple qu'on croyait être parfait se dissolve pour que l'un des personnages puisse aller plutôt avec un autre personnage. Et ça pareil, j'ai trouvé que c'était amené avec pas beaucoup de subtilité, c'était un peu dommage. Mais ceci dit, ça a été quand même une très bonne lecture parce que ça a été une très bonne surprise de la part de Lucinda Riley. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la saga Terre-Mère et ça s'appelle Les Tombeaux d'Atuan. Dans celui-là, on va suivre Thénard, qui est une jeune fille qui est considérée comme la réincarnation de la grande prêtresse des Tombeaux d'Atuan et qui va être amenée dès son plus jeune âge à vivre avec ses prêtresses qui vont l'élever, qui vont lui apprendre leur code, leur façon d'être et la façon dont il faut respecter les règles pour qu'un jour elle soit intronisée grande prêtresse et que ce soit elle qui règne un peu sur ce petit monde. Et une fois qu'elle est grande prêtresse, il va y avoir des événements qui vont un peu bouleverser son quotidien et l'amener à réfléchir sur son chemin. Est-ce que c'était vraiment sa destinée? Est-ce qu'elle n'a pas un libre arbitre dans tout ça? J'ai pas beaucoup plus de choses à en dire parce que je me rends compte qu'il ne se passe pas grand chose. Encore une fois, c'est un tout petit tome, mais qui a été un peu long à lire. Alors beaucoup mieux que le premier tome, clairement j'étais beaucoup plus intéressée par l'histoire dans celui-là, mais je suis toujours pas fascinée, pas embarquée par cette saga. Du coup je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je lis quand même le troisième tome? Est-ce que je m'arrête là? Je sais pas. J'ai envie quand même de lui donner encore une chance, mais je pense que ce sera la dernière. Comme dit, ce tome-là a quand même été une bonne lecture, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me taper 1800 pages sur cet univers alors que j'accroche pas des masses? Je suis pas sûre. Ensuite, je suis revenue à une de mes autrices chouchou, Taylor Jenkins Reid, avec After I Do. Et ce roman, par rapport aux autres que j'avais déjà lus, donc Daisy Jones, Evelyn Hugo et Carrie Soto, on ne s'intéresse pas du tout à des personnages supposément célèbres, mais à la vie des petits gens ordinaires comme vous et moi. Et dans ce roman-là, on va suivre Laurie et Ryan, qui sont ensemble depuis plus d'une dizaine d'années, qui sont mariés depuis quelques années, mais qui doivent se rendre à l'évidence, leur couple ne marche plus. Ils sont rentrés en fait dans cette routine du quotidien, ils ont perdu un peu la flamme, la passion des débuts, et en plus ils commencent chacun à ne plus pouvoir supporter l'autre, à être un peu agacés par la moindre chose, laisser traîner tel produit, le fait d'être incapable de se décider, le fait de ne pas réussir à prendre des décisions communes, toutes les petites choses du quotidien qui en soi, chaque élément pris à part n'est pas hyper important, mais une fois qu'on les monte tous ensemble, ça fait un tas de problèmes, de rancœurs accumulées qui fait que ça finit par exploser et ils décident de se séparer, mais ils ne divorcent pas. Ils décident qu'ils vont se laisser un an pour voir si leur relation peut encore repartir. Pendant un an, ils n'ont pas le droit de se contacter et on va donc suivre Lorraine,
qui va, pendant ces 1 an, réfléchir sur sa vie, voir qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qui va se remettre au centre de ses intérêts, qui va se remettre en tant que personne prioritaire dans sa vie et non pas son couple, qui va réapprendre à vivre pour elle-même, qui va se réinterroger aussi sur ce qu'est l'amour, ce qu'est le mariage, ce que sont les compromis dans un couple. Et c'était hyper intéressant parce que c'est aussi hyper réaliste et ça peut tous et toutes nous faire réfléchir. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pistes sur comment est-ce qu'un mariage finalement peut marcher et, du côté opposé, on se rend compte à quel point un mariage peut basculer rapidement à cause de petits détails vraiment infimes. Il n'y a pas besoin pour qu'un mariage ou une relation, de manière générale, s'étiole. Il n'y a pas besoin qu'il y ait eu des grands drames, que la personne est forcément trompée ou était malhonnête ou mauvaise ou manipulatrice psychologiquement. Des fois, c'est vraiment toutes les petites choses du quotidien qui vont finir par nous peser. Le manque de communication qui s'installe, le fait qu'on garde tout pour nous et qu'au bout d'un moment, on explose. Donc c'était vraiment hyper intéressant à lire pour ne pas tomber dans ce genre de travers. Et ce que j'ai aimé aussi beaucoup, c'est qu'à travers la famille de Lorraine, à travers ses amis, on va découvrir d'autres schémas de relations possibles, d'autres types de mariages possibles, et ça va lui permettre de s'interroger sur qu'est-ce qu'est l'amour, qu'est-ce qu'on recherche chacun dans une relation, et sur le fait que voilà, pas tout le monde veut la même chose. Donc le plus important en fait, c'est juste que les deux personnes du couple soient au moins ok sur ce qu'elles désirent chacune de leur côté. Alors je sais pas si je le mettrais en tant que préféré. Je pense que Carrie Soto reste mon roman préféré de Taylor Jenkins Reid, mais pour moi il est deuxième. Ouais, je pense que c'est le deuxième. Après je mettrai Daisy Jones et en dernier Evelyn Hugo, mais dans l'ensemble je les ai tous beaucoup aimés. On continue avec Dans 5 ans de Rebecca Searle, que je vous ai présenté très récemment dans mon book haul. Je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Publié aux éditions Charleston, et c'était un roman que j'avais envie de lire depuis très longtemps, puisque la phrase d'accroche c'était « C'est une histoire d'amour, mais ce n'est pas l'histoire d'amour que vous attendez ». On le voit écrit ici. Et effectivement, dans ce roman, on va suivre Dani Cohen, qui est une avocate brillante, qui vit à New York et qui a toute sa vie tracée sur des rails. Elle a déjà tout prévu. Et quand on lui pose la question en entretien, où vous voyez-vous dans 5 ans, elle sait exactement quoi répondre, puisque tout est planifié dans sa vie. Elle vivra à tel endroit, elle sera avec son mari, donc ils seront mariés, ils auront un enfant, elle aura fait ci et ça dans sa vie. Donc tout est planifié, millimétré, codifié. Il n'y a pas de place à l'inconnu, à la fantaisie. Et un jour, elle va faire un rêve hyper réaliste dans lequel elle est 5 ans plus tard et elle vit dans un endroit complètement différent, elle est avec un homme complètement différent. Et lorsqu'elle se réveille, parce qu'elle a vraiment l'impression de l'avoir vécu, mais en même temps elle se dit non, c'est forcément un rêve, elle reste très perturbée par ce rêve, en tout cas par cette vision, parce que c'est complètement opposé à ce qu'elle s'imagine dans sa tête. Et on va la suivre au fur et à mesure dans les 1 ou 2 ans qui suivent ce rêve. Et il va y avoir bien sûr des retournements de situation. C'était un bon roman. J'ai passé un super moment et d'ailleurs je crois que je l'ai ouvert à la page 1 et je l'ai refermé à la dernière page. J'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Je ne pouvais pas le lâcher. Et en même temps, paradoxalement, par rapport au sujet qu'il aborde, par rapport aux relations, à la façon dont elles sont menées, etc., je m'attendais quand même à un peu plus d'émotion. Et j'ai pas été si émue que ça. Et ça me peine un peu parce que je pense que si j'avais réussi à être vraiment touchée, ça aurait été un giga coup de cœur. Et là, ça a été quand même une très bonne lecture. Mais voilà, il m'a manqué ce petit côté émotion. Néanmoins, c'est une très belle lecture pour justement ce côté mise en avant des relations amoureuses et amicales. Le côté amical prend aussi beaucoup d'importance. J'ai aimé aussi qu'on voit une jeune femme qui finalement a beaucoup de failles, beaucoup d'insécurité et qui met ses mécanismes de planification en place comme une sorte de barrière qui l'aide à survivre dans la vie et à ne pas être blessée. Et j'ai trouvé que c'était un personnage très attachant. On peut la trouver peut-être un peu horripilante,
mais pour moi ça n'a pas été le cas. C'est vraiment, je trouve qu'elle était hyper sympathique avec ses défauts justement. Donc c'est un roman que je recommanderais. Je pense qu'il fait réfléchir, il est quand même émouvant, mais voilà, je m'attendais à quand même vraiment un tsunami d'émotions, surtout avec les avis que j'avais lus, et là ça n'a pas été le cas. La prochaine lecture, c'est la trilogie intégrale Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinborough, publiée aux éditions Brajlon. Donc ça, c'est l'édition anniversaire où ils ont regroupé les 3 tomes en un seul roman. Chaque tome est très petit, chacun fait à peu près 120 pages. Donc moi, j'ai décidé de considérer ça comme un seul gros roman et j'ai tout lu d'un coup. Ce sont des réécritures de contes, donc on va avoir Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant, mais c'est une réécriture de contes quand même assez particulière. Alors, j'ai pas l'habitude de lire beaucoup de réécritures, c'est pas un truc qui m'attire spécialement. J'aime beaucoup les contes de fées, j'aime bien les Disney, mais je suis pas non plus une méga fan, donc c'est pas quelque chose vers lequel je vais me tourner. Ce roman-là, je l'avais eu dans une box livresque et j'avoue que quand je l'ai ouvert, ça avait été un peu une déception parce que c'était pas ce que j'aurais voulu recevoir et je trouvais que ça collait pas vraiment à mes goûts. Alors oui, j'aime la fantaisie, etc., mais c'était pas vraiment ce qui me correspond le plus. En plus, j'avais été voir les avis sur internet et dans l'ensemble, les avis sont quand même plutôt mauvais pour cette saga. Ça parlait aussi de scènes de sexe très nombreuses, donc je m'étais dit ok, il n'y a rien qui va dans ce roman, mais avant de le revendre ou de m'en débarrasser, je vais quand même au moins lire le premier tome et si ça passe, je lirai les prochains. Dans tous les cas, 120 pages, c'est assez rapide. Et finalement, j'ai tout lu, je m'y attendais pas. Au début, ça n'a pas super bien commencé, surtout que le premier tome, je trouve, n'est pas le meilleur. Mais malgré pas mal de défauts, j'ai quand même trouvé que c'était un moment agréable de lecture. Donc encore une fois, un peu comme Lucinda Riley, je partais avec un a priori très négatif et je finis avec un a priori plutôt neutre, voire positif, parce que je m'imaginais que ça allait être hyper nul. Non seulement ma vidéo a coupé pendant ma grande discussion à propos de ce roman, mais en plus maintenant il pleut à fond, donc vous allez peut-être avoir un peu ce bruit de fond, mais qui reste quand même agréable, je trouve. Donc par rapport à ce roman, je disais que j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice s'est approprié les contes de fées et les a twistés de manière beaucoup plus adulte. Et notamment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le personnage du prince charmant en prend vraiment pour son grade et c'était super marrant à lire. En fait, elle a complètement transformé ce personnage qui va être le même prince charmant dans les 3 histoires où on se rend compte que finalement c'est un pauvre type qui cherche juste à avoir une potiche à ses côtés pour régner, qui cherche pas tellement l'amour ou en tout cas qui tombe amoureux comme il change de chemise, donc non-stop. Voilà, c'est vraiment un personnage ouais, qui nous fait un peu pitié. Et à côté de ça, j'ai aimé aussi la façon dont elle va intriquer tous les contes de fées ensemble, puisque les histoires se recoupent un peu. Il y a des personnages qui vont être là pendant les 3 romans, qui vont servir de fil rouge, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, si vous n'êtes pas fan des contes de fées, si vous n'êtes pas fan voilà, de réécriture de contes ou de ce genre d'histoire, je pense pas que ça pourra vous plaire, mais par contre, si vous aimez bien ça et que vous avez envie de lire quelque chose de vraiment original, qui change d'habitude, beaucoup plus noir, plus sombre, plus adulte, sans être non plus ultra glauque, c'est ce que je vous recommanderais. Et par rapport aux scènes de sexe qui, moi, me faisaient un peu peur, finalement, franchement, il n'y en a pas tant que ça. Elles restent quand même assez soft. Et voilà, il y en a peut-être 2-3 max, je dirais, par tome. Et encore, je ne suis même pas sûre. Donc, c'est tout à fait tolérable. Ensuite, j'ai lu Les Fleurs sauvages des Bougainvilliers de Catherine Scholz. Là, c'est une édition France Loisirs que j'avais acheté il y a un certain temps. C'est une autrice dont j'avais lu un de ses derniers romans qui était Le berceau du monde il y a quelques années et j'avais beaucoup aimé. Ça avait été un coup de cœur inattendu puisque ça parlait de la maternité qui était un sujet qui en tout cas à l'époque ne m'intéressait pas du tout et là je l'avais trouvé assez bouleversant et donc ça avait été une très belle lecture, ça m'avait donné envie de lire d'autres romans. La particularité de cette autrice, c'est qu'elle situe toujours ses romans
en Afrique et plus particulièrement en Tanzanie, puisque c'est un pays où elle a vécu. Il me semble que de base, elle est née en Tanzanie, elle a vécu en Angleterre et ensuite, maintenant, elle vit en Australie. Et c'est assez intéressant parce que ces romans ont en commun, en tout cas sur les deux que j'ai lus, du coup, ce côté plume très contemplatif, très poétique, découverte complètement dépaysante d'une autre culture, d'autres pays. Donc ça, on retrouve dans les deux, mais dans celui-ci, j'ai trouvé que les longueurs étaient quand même très marquées et ça a un peu ralenti mon évolution dans la lecture. Je me suis parfois un peu ennuyée par moments. En tout cas, je ne voyais pas trop où on allait, il ne se passait rien de spécial, il n'y avait pas grand-chose qui avançait, à part dans les dernières pages où là, d'un coup, tout s'accélère, mais ça s'accélère peut-être un peu trop. Donc un petit problème de rythme pour moi dans ce roman. Pour expliquer un peu, on va suivre Kitty, qui va suivre son mari Théo au Tanganyika, donc qui est l'ancienne Tanzanie. En fait, il a été muté là-bas après la guerre. Alors, je ne sais plus si la première ou la deuxième. Non, voilà. Après la Première Guerre mondiale, je crois. Non, j'ai un petit doute. C'est plutôt la deuxième. Hop, hop, hop. Bon, il me semble que ça se passe dans les années 40. Donc, je pense la fin des années 40. Donc, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Son mari se retrouve là-bas pour faire partie du plan Arachide qui prévoit la culture des arachides, qui prévoit d'industrialiser un peu le pays, de l'occidentaliser, et elle le rejoint là-bas dans l'espoir de renouer leur relation qui a été entachée par un terrible scandale en Angleterre. Scandale dont on apprendra la finalité, les tenants et les aboutissants, vraiment assez tard dans le roman. On a des petits indices distillés ça et là, mais ça vient vraiment vers la fin. Et Kitty arrive là-bas, mais finalement ça ne se passe pas comme prévu. Son mari reste plutôt froid envers elle. Elle n'a pas beaucoup de liberté. Elle s'ennuie, elle n'accroche pas avec les femmes du country club avec qui elle doit aller passer toutes ses journées à chaque fois en tant que bonne bourgeoise. Et elle va se lancer dans le bénévolat dans une mission catholique. Et ça va vraiment bouleverser sa vie, ses horizons, ses envies. Donc en fait, c'est un peu l'éveil et l'émancipation d'une femme dans les années 40 que l'on lit ici. C'était intéressant. Kitty, c'est un personnage qui est très attachant, mais voilà, il y avait quand même pas mal de longueur. C'était très contemplatif, très poétique. Donc si vous aimez ce genre de plume, ça va vous plaire. Moi, j'ai beaucoup aimé la plume, mais j'aurais aimé soit un peu moins de pages, soit peut-être une histoire un peu plus dynamique. On finit ce bilan de mars avec le tome 2 de la saga Steam Sailors de Elias Green. Donc j'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps, je lirai le tome 3 dans pas trop longtemps. Donc ça va être une saga super bien gérée de ma part, commencée début 2024, finie peut-être mi-2024 au plus tard. Et ce deuxième tome, je dois dire, est quand même un peu en dessous du premier, parce que ce qui faisait la richesse et le plaisir du premier tome, c'était les interactions entre les personnages, c'était de suivre cet équipage hyper soudé, qui est vraiment une famille, c'est typiquement le trope Found Family, et ils étaient hyper attachants, très différents les uns des autres, mais prêts à risquer toujours leur vie les uns pour les autres. Et dans ce tome-là, ils sont toujours très attachants, mais ils sont séparés. On a plusieurs groupes qu'on va suivre en parallèle, et j'ai trouvé que ça rendait le roman peut-être un peu moins intéressant, puisqu'on perd cette dynamique de groupe, on perd ces interactions, et c'était un peu dommage. À côté de ça, le personnage de Prudence qu'on a découvert dans le premier tome, à cause d'un certain événement, donc je ne vais pas vous dire lequel, elle est quand même absente une grosse partie du roman, ce qui est un peu dommage, puisque c'est le personnage qui nous a fait découvrir l'univers par lequel on va rentrer dans cette ambiance. Et là, le fait qu'elle soit complètement en retrait, je trouvais que c'était un peu dommage et qu'on perdait notre intermédiaire en fait entre nous qui sommes en dehors de l'histoire et ce monde un peu magique. À côté de ça, de par la façon dont finit le tome 1, je m'attendais à avoir un peu plus de réponses, je m'attendais à un peu plus de révélations sur le monde des alchimistes, et j'ai trouvé que finalement c'était quand même laissé de côté. Donc en fait c'est vraiment le syndrome typique du tome 2.
On sent que c'est un tome de transition qui annonce sans doute un final qui va être top, qui va être riche en rebondissements, où tout va se recouper et je suis sûre que je vais avoir un avis hyper positif. Mais sur ce tome-là, même si j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé qu'il était quand même bien en dessous du premier tome. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si parmi tous ces romans, il y en a qui vous tentent ou si vous en avez déjà lu certains et on se retrouve bientôt. Salut!